Eh ben bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Je suis ravie d'être là, surtout que je pense que étudier en didactique visuelle à Strasbourg m'aurait beaucoup plu à une époque. Je suis donc Juliette Nière. Je le redis parce que mon nom laisse porter la confusion parfois. Donc c'est Nière. Je me présente comme graphiste. Récemment, j'ai dû remplir une case qui indiquait ma profession et j'étais bien embêtée parce que en fait, je fais pas tout à fait du graphisme, à savoir que j'ai une pratique qui déborde un peu sur le théâtre d'objets, la vidéo, parfois la scénographie et surtout l'écriture. Mais il s'avère que le mot graphiste vient du mot graphie et que ce mot est très joli. Et je suis allée revoir la définition pour vous, mode de représentation écrite d'objets faits ou idées. Et je me suis dit que finalement graphiste, c'était pas si mal. Voilà. À un moment, je me suis posé la question aussi de est-ce qu'on pouvait être metteur en forme comme on serait metteur en scène, puisque justement, vous allez le voir tout de suite, j'ai cette pratique qui frise un peu avec le théâtre. Et puis, je suis allée donc je me suis demandé si on pouvait on était des metteurs en forme et des metteurs en forme ou metteuses en forme de l'information. Et puis, comme j'adore l'étymologie, je suis allée voir le mot information, l'étymologie du mot information, et en fait, ça vient de informare, qui veut déjà dire façonner, former, donner forme à. Donc ça résonne tout autant avec nos métiers de design graphique, graphiste, c'est comme vous voulez. Que dire d'autre? En parlant de forme, je suis obligée de vous parler du format de cette conférence et de mon template un peu expérimental. En fait, je me pose la question de comment accompagner visuellement l'oralité. Et donc l'exercice de la conférence, il est un peu terrible pour moi parce que c'est vraiment l'exercice du cordonnier mal chaussé, quoi. C'est-à-dire que je fais tout pour ne jamais mettre des gens face à un PowerPoint et finalement c'est ce que je dois faire ce soir avec vous, même si j'aurais adoré faire une performance avec plein d'objets manipulés, mais le temps et les moyens techniques m'ont manqué. Donc on va se contenter d'une mise en scène, voilà, avec un joli cadre et mes mains que vous verrez en énorme pendant toute la conférence. Mais en tout cas, c'est un hommage, on va dire, à ce livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiante, qui s'appelle The Medium is the Massage, et qui est déjà une collaboration entre un chercheur, Marshall McLuhan, qui est un théoricien des médias, et Quentin Fior, qui était graphiste, et qu'on fait un très beau livre où justement les mains sont mises en scène comme si elles tenaient le livre à l'intérieur même du livre. Donc voilà, bon, c'est un hommage et c'était un prétexte pour vous parler rapidement de Marshall McLuhan. On m'a aussi demandé de donner un titre à cette conférence et j'avais un moment pour décrire mon travail utilisé une petite formule, un genre de pirouette en disant manipuler le monde pour mieux le saisir, que j'ai repris comme titre pour ce soir. En fait, ça vient directement d'un texte d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Øyvind Falstum, et qui est suédois, brésilien, américain, qui a une pratique qui est à la fois du théâtre, de la peinture, de l'installation, et qui a aussi beaucoup écrit. Et il a écrit ce petit texte qui s'appelle Manipuler le monde, où il fantasme le fait que ces œuvres d'art pourraient être éditées en grande série et vendues comme des monopolies, et que chacun pourrait avoir une petite peinture d'Øyvind Falstum chez lui et pourrait l'agencer comme il veut pour en faire son œuvre d'art à lui, quoi. Et donc là, il en donne une description assez précise. La peinture terminée se trouve au croisement de la peinture, des jeux type Monopoly et jeux de guerre, et du théâtre de marionnettes. Voilà, on va s'arrêter là. Et moi, les jeux de guerre, ça me parle beaucoup, notamment celui-là que j'avais découvert quand j'ai commencé à développer la pratique que je vais vous présenter dans quelques instants. Ça, c'est des jeux de guerre qui ont été, c'est un jeu de guerre en particulier qui a été fabriqué en Allemagne au XVIIe siècle, et en fait, c'était utilisé pour éduquer les jeunes garçons, a priori nobles, à faire la guerre.
Et donc ça fait des sacrés beaux objets pour faire des choses assez laides après, mais voilà, l'objet est un peu fascinant. Et évidemment, quand je pense aux jeux de guerre, peut-être que vous avez cette image-là aussi, de plein de types dans une salle en train de faire des stratégies militaires, de dessiner sur des cartes, de déplacer des pions et de dessiner des frontières. Bon, voilà, j'ai mis cette image de... Moi, j'ai tout de suite des scènes de Docteur Folamour, donc je me suis permis d'en glisser une voilà, dans la présentation. Et dans mon travail, il y a cette idée de se réapproprier l'outil de la stratégie militaire, en fait, pas tellement pour préparer la guerre, quoique, mais surtout pour se réapproprier l'outil et en tout cas se remodéliser le monde de la manière dont on a besoin de le comprendre, quoi. Voilà. Hop. Je vais vous parler de 6 projets qui, bizarrement, se sont réalisés très régulièrement depuis 2018. Donc, il y en a un par an. J'espère pouvoir tous vous les montrer. Mais avant ça, il faut que je revienne en 2017, quand j'étais encore étudiante à l'ENSAD, et qu'il fallait écrire un mémoire. Exercice terrifiant pour l'étudiante en art que j'étais et qui n'avait pas écrit depuis sa disserte de philo de bac, quoi. Donc, il faut choisir un sujet de mémoire et j'ai une grande obsession à l'époque, c'est les modes d'emploi. Et donc, je décide d'écrire un mémoire sur les modes d'emploi. C'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais ça m'a permis de me remettre à l'écriture, ce qui va être important pour la suite, et surtout de poser quelques bases un peu théoriques sur ce que j'ai envie de développer en projet de diplôme, puis en fait en projet de vie, quoi. Là, j'ai glissé la plaque de pionnier, qui est un genre de méta mode d'emploi, et puis un de ma collection personnelle, un peu plus simple. En finissant ce mémoire, j'arrive à dans ma conclusion, il me semble, je disais que les modes d'emploi, c'était une écriture à part entière, un système d'écriture en lui-même, qui avait 2 critères. Le premier, c'est que c'était plus une écriture linéaire, mais c'était une écriture qui s'éparpillait sur toute la surface de la page. Et son deuxième critère à ce système d'écriture, c'est que il empruntait à toutes les typologies de signes, en utilisant aussi bien de la photographie que des pictogrammes, que des descriptions ou des légendes ou juste des mots, et puis parfois en mélangeant tout ça. Et qu'en réalité, dans nos interfaces numériques, qui étaient peut-être des modes d'emploi en temps réel, ça c'était mes conclusions de quand j'avais 25 ans, étaient issus de ce système d'écriture-là, et puis s'étendaient à la vidéo, le GIF, le son et le geste. Et puis, il a fallu faire réfléchir à un projet de diplôme. Et je me suis dit que j'allais développer un système d'écriture qui aurait ces mêmes caractéristiques, donc à savoir une écriture non linéaire et qui mélangerait plein de typologies de signes, et qui servirait pas juste à raconter comment se servir d'une machine à café, mais qui pourrait potentiellement raconter d'autres choses. Puis j'ai fait des tests. Et je me suis beaucoup intéressée au rébus parce que pour moi, ça mélangeait justement plein de typologies de signes. À la fin, ça faisait référence à la fois au son et à l'image, et ça mélangeait tout ça, donc je trouvais ça intéressant. J'ai essayé d'autres choses. Et puis, je reviens sur les rébus. Parce que cette image va être vraiment décisive pour tout ce qui va suivre. C'est les premiers rébus qui sont dessinés en Picardie au XVe siècle par des jeunes clercs de notaire, donc en gros des étudiants, quoi, et qui dessinent ça pendant les carnavals. C'est des devinettes en fait, qui dessinent ça pendant les carnavals et qui les distribuent. Et ces devinettes, ça s'appelait De rebus quae geruntur. Donc on entend le mot rébus, rebus, rébus, qui veut dire à propos des choses qui se passent. Et en fait, ces devinettes permettaient de critiquer
ce qui se passait en fait, donc les pouvoirs en place, enfin ce qui se passait dans leur ville. A priori, ça devait être autour d'Amiens, puisque c'était en Picardie. Voilà, n'oubliez pas cette image, c'est important pour la suite. Et puis, il va y avoir une autre image, en fait, plutôt deux. Ça, c'est le logo de l'ORTF, donc l'ancêtre de la télévision française publique, qui est fait par un peintre qui s'appelle Georges Mathieu, je crois. Bon, pas si fascinant. Par contre, quand je découvre que, en fait, pour l'animer, il fabrique des maquettes comme ça, il les filme et ensuite il les filme pour avoir un logo. Enfin, c'est du motion design, mais fait dans les années 50, quoi. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un moment où j'ai toujours été un peu torturée entre le graphisme et l'objet. Et j'essaye un peu de sortir de l'ordinateur et du coup, souvent, je produis des formes en construisant des petites maquettes ou en mettant en scène des objets que je reprends en photo et que je retravaille ensuite. Donc ça, enfin voilà. Et donc, avec cette image et les rébus, je commence à me dire que je pourrais fabriquer un genre d'outil, d'objets graphiques qu'on pourrait filmer et utiliser pour faire des vidéos live, en fait. C'est le point de départ de mon travail. Hop. Et donc pour mon diplôme de fin d'études, je vais produire un genre de performance où sont manipulés des objets en direct. Et ce projet s'appelle À propos de ce qui se passe, en hommage à l'étymologie des rébus que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je mets en place une espèce de protocole pendant mon année de diplôme où en gros je racontais ce qui se passe, hein, les choses qui se passent. Donc je prends des articles de journaux que je choisis et j'en tire des objets. Et ensuite, en vidéo, j'essaye de réanimer ces objets, enfin de remanipuler ces objets pour re-raconter l'article. Ça va, vous suivez. Donc à l'époque, Trump a été élu pour la première fois, la guerre en Syrie bat son plein, et puis je prends aussi d'autres articles sur l'état du service public en France, sur les fake news, sur les cyberattaques russes. Voilà, avec l'idée que je vais pouvoir donner cet outil-là ensuite à des journalistes ou des politiciens ou je ne sais qui, et qui va pouvoir re-raconter ce qui s'est passé pendant l'année avec mes marionnettes. Et puis c'est pas du tout ça qui va se passer. C'est moi qui vais re-raconter à ma façon ce qui s'est passé pendant l'année. Parce qu'effectivement, à un moment, je me retrouve avec une assez grande collection d'objets. Et puis j'ai envie de jouer avec, quoi. J'ai pas envie de les donner. Et il y a aussi quelque chose d'important, c'est que un de mes professeurs va me dire c'est très intéressant ce que tu fais, mais t'en parles très mal. Et il a tout à fait raison. J'avais vraiment un gros souci avec le discours à l'oral. Et donc je trouve comme combine pour soutenir mon diplôme d'écrire une performance. Et c'est un moyen de pas faire de soutenance face à un jury, quoi. Parce que j'assois le jury, j'ai préparé mon texte que je répète depuis 2 mois et qui est parfaitement réglé. Et du coup, j'échappe un peu à l'exercice de devoir présenter son travail à l'oral. Donc au départ, c'était juste une combine d'étudiants. Mais ça a donné ça. À propos de ce qui se passe, et la traduction presque exacte de rebus quaegeruntur, qui désignait en latin des devinettes dessinées par des clercs de notaire en Picardie au début du XVe siècle. Distribués lors des carnavals, ils permettaient de critiquer le clergé et la seigneurie locale. Mais l'histoire, que vous allez voir, ne se passe ni en Picardie, ni au XVe siècle. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 5 mai. Je crois que c'est un peu plus tard, c'est le 30 mai, très exactement. Voilà ce qu'il fallait retenir. Retour à Cannes, maintenant nous attend Daniel Villalon. Merci Gérard, après cette querelle de date, on ne vous la reprochera pas. Je voudrais d'abord demander à nos invités, parce que nous avons suivi un petit peu le journal ici, en diagonale, parce qu'il y a un petit peu de bruit et puis il y a un petit peu d'animation autour de nous. Je voudrais demander à Jean-Luc Godard ce qu'il a retenu de l'actualité. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous vous intéressez en matière générale? Est-ce que les gens au cinéma entendent s'intéresser à l'actualité? Vous qui êtes un cinéaste, pardon, je vais y arriver, engagé, dit-on.
Si on voyait à la télévision plutôt que d'entendre, j'en parlais moins qu'on voyait plus, je pense que je pourrais retenir, mais comme on fait parler, moi j'ai rien vu du tout. Justement, en tant que cinéaste, alors vous pensez que nous, journalistes de télévision, nous nous montrons trop et nous ne montrons pas assez? C'est ça l'idée? Vous ne montrez pas ce que vous voyez, vous parlez par-dessus. Est-ce que ça serait suffisant pour qu'on comprenne? Parce que là, vous m'intéressez directement. Comprenez déjà ce que vous voyez, vous verrez si vous comprendrez après. Bon, admettons que notre histoire commence ici. Rapproche un peu pour voir. Oui, ça serait là. Ça commence ici car c'est là qu'on aurait inventé l'écriture. Et l'agriculture aussi. Ça serait en quelque sorte le berceau de l'humanité. Non, c'est trop lyrique. Il faut quelque chose de plus scientifique. Appelons ça le croissant fertile. Abstraction plutôt qu'un espace réel, clairement délimitable, le terme de croissant fertile est forgé au début du XXe siècle par l'archéologue américain James Henry Breasted dans son ouvrage Outlines of European History. C'est un demi-cercle, ouvert vers le sud, situé au nord de l'Arabie, se terminant à l'ouest dans l'angle sud-est de la Méditerranée et à l'ouest dans le fond septentrional du golfe Persique. Une sorte de frange cultivable du désert. Il traverse les États actuels de l'Israël, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Rappelez-vous, quand vous appreniez l'écriture, cette écriture qui, justement, avait été inventée là. C'est un peu tragique parce que ce projet qui a donc presque 7 ans résonne assez, enfin surtout cette intro résonne assez violemment avec ce qui se passe en ce moment. Donc c'est juste à propos de ce qui se passe en pire. Mais enfin c'était déjà une question dans cette petite chronique. Voilà, qui croisait plusieurs faits d'actualité de l'année, mais qui se posait aussi la question de notre rapport à l'écriture, de mon rapport à l'écriture, de mon rapport à l'information, qui avait changé entre le moment où j'apprenais à lire et je regardais le monde à travers une télévision, et le moment où je sortais de mon parcours d'études et je percevais le monde à travers, dans ma main en fait. Donc voilà, il est en ligne cet épisode, tous d'ailleurs, mais voilà, c'était un premier test et que j'ai pas du tout fait toute seule. Il se trouve que pendant la conception de ce projet, à un moment, je me dis qu'il faut quelqu'un qui sache manipuler correctement les objets, et donc par hasard je croise dans l'école Elisabetta Spaggiari, qu'on voit là au milieu, qui elle a fait une formation de comédienne à l'école Jacques Lecoq, et qui se reforme à l'illustration et au graphisme. Donc on a un moment où moi j'ai envie d'aller vers le théâtre et elle a envie d'aller vers le graphisme, et donc ça tombe bien pour faire ce projet, quoi. Et vous allez la revoir plusieurs fois par la suite. Donc ensuite, je sors de l'école en me disant c'est exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je sais pas ce que c'est ce format, mais c'est marrant. Et donc je vais essayer de le faire. Enfin, j'essaye toujours. Je vais faire un premier projet avec une classe de CM1, CM2, dans le cadre de création en cours, qui est un programme de résidence qu'envoient des jeunes artistes dans des écoles d'art. Peut-être que vous connaissez, vous en avez entendu parler. Et donc, je décide de prêter mon dispositif d'objets manipulés à une classe de CM1, CM2, en leur disant, prenez un article de journal et racontez-le moi avec des objets. Et puis en fait assez vite on décide plutôt d'inventer des articles de journaux
Donc ils prennent des vraies nouvelles et puis ils écrivent des faux articles de journaux, ce qui donne des trucs très drôles. Je passe rapidement dessus, mais c'était intéressant de voir que ce dispositif aussi, il a, comme moi pendant mon diplôme, il soutenait des enfants qui parfois avaient des difficultés à s'exprimer ou qui avaient des problèmes des difficultés même à jouer ou à raconter des histoires ou à participer collectivement à quelque chose. Et donc je me suis aussi dit que ce dispositif de jeu et d'objets manipulés permettait de débloquer des trucs dans ce sens-là, quoi, de débloquer la parole en fait. Et puis en parallèle, en fait, je réalise pas du tout au départ, mais ce que je propose avec ce format d'objets manipulés et de discours en direct, ça intéresse beaucoup les chercheurs. Et donc il y a une première jeune chercheuse qui est en thèse, qui s'appelle Mathilde Ayoub, qui fait une thèse en histoire de l'art sur l'histoire du musée de Damas. Donc ça c'est un livre qu'elle a publié qui raconte ses recherches, et donc elle me demande de travailler à partir de l'introduction du catalogue du musée de Damas de 1969 et de raconter une histoire avec des objets manipulés à l'image du premier épisode d'À propos de ce qui se passe. Et donc je vais produire avec un journaliste syrien, parce que je me sens pas du tout légitime de m'attaquer à ce sujet toute seule en tant que Française qui a jamais foutu un pied en Syrie. Cette histoire-là, donc je rencontre Bassem qui est journaliste et on décide d'écrire cet épisode ensemble et que c'est soit un épisode franco-arabe. Alors voilà, ça c'est la nouvelle collection d'objets qu'on a produit pour cet épisode-là. Et c'est un projet un peu dramatique parce que on finit nos répétitions le 20 mars 2020, truc comme ça. Et donc ce projet n'a jamais été joué et on a juste fait une captation avec les moyens du bord parce que c'était un projet autofinancé. Donc voilà, il y a juste une captation et puis l'année 2020 passe, 2021 et puis il y a un moment où ça devient trop compliqué, c'est trop tard pour le jouer. Donc voilà, c'est un projet qui n'a jamais vraiment existé en public. Mais je vous montre quand même un petit extrait. Avant ça, il faut que je vous dise que donc comme trame narrative, j'ai utilisé l'histoire de la construction de ce musée en me basant sur l'introduction de ce catalogue de 1969 et que j'ai croisé à plein d'autres faits. Donc il y a l'invention du zéro, le Front populaire, enfin l'histoire française et puis l'histoire syrienne évidemment qui sont très liées parce que la France a eu un mandat donc à coloniser à un moment la Syrie. Si l'on devait reprendre à zéro, littéralement à zéro, voilà comme ça devrait commencer. Une dette moins zéro est une dette. ثروة ناقص صفر تساوي ثروة. 0 moins 0 est 0. دين مطروح من صفر يساوي ثروة. Brahmagupta l'explique ainsi dans son ouvrage Brahma Fusitanta, humblement traduit par l'ouverture de l'univers. Le zéro était représenté par un cercle et était appelé Sunya, qui désigne le vide en sanskrit. Le zéro voyage et parvient pas très loin de là où nous voudrions en venir. أصبح الصفر يرسم بالعربية على هيئة فراغ وكان أيضا يعبر عن البذور. وصل الصفر إلى أوروبا من خلال كتابات الخوارزمي والذي لصعوبة نطق اسمه دعوه ألغوريتم. والصفر أصبح الشفر زفير ثم زفيرو وأخيرا زيرو. Voilà où nous voudrions en venir. L'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire de vide, une histoire de chiffres et parfois une histoire de blé. C'était un premier extrait et en fait cette histoire de zéro, elle nous permet de retracer une espèce de chronologie de l'an zéro à 2012, le début de la guerre en Syrie, et de raconter comme ça comment s'est déconstruit le musée.
Et donc je vous ai mis un autre extrait pour je vous ai mis un autre extrait pour vous. En fait, je vous spoil complètement la fin pour vous montrer où ça nous mène tout ça. 43 ans séparent la publication de ce texte de la fermeture du musée de Damas par mesure préventive. 43, c'est l'inverse de 34, le nombre de musées en Syrie dont 32 ont fermé leurs portes. Si l'on additionne les chiffres de 2012, on obtient 5. Et 5, c'est le nombre de sites syriens classés par l'UNESCO dans le patrimoine mondial en péril. 5 زائد 2 يساوي 7. عدد السنوات التي بقي خلالها المتحف مغلق. عدد السنوات التي تم نقل خلال 380 ألف تحفة سورية. إذا ضربنا 7 ب 380 ألف بيساوي 2,660,000. ما بعرف عن شو بيعبر الرقم، لكن الأكيد إنه بيتقاطع مع شيء. يلي بعرفه إنه لازم 9 أصفار حتى نكتب مليار. تكلفة هالحرب حتى الآن 266 مليار دولار. 266 مليار دولار ثروة. تكلفة الحرب دين. لكن برهمغوبتا لم يقل pourtant c'est ainsi que notre monde fonctionne. Sarwa Wadain Yusawi Sifr. La vidéo est en ligne entièrement. Et puis après ce projet-là, qui a été un peu long, parce que du coup reporté, annulé, et puis définitivement abandonné, je me dis que peut-être qu'à propos de ce qui se passe, c'est un cycle qui se clôt et qu'il faut faire peut-être d'autres formats. Mais j'ai envie de le reprendre en ce moment, donc on verra. Mais il y a deux idées importantes peut-être de ces projets-là que je vais réutiliser dans ce que je vais vous montrer ensuite. Bon, il y a l'idée que c'est un petit monde qu'on peut manipuler, modéliser, mais donc ça je l'ai dit un peu au départ. Et il y a aussi l'idée que on voit tout le temps les images en train de se fabriquer, et donc on les voit en train de se faire et se défaire. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la désillusion, c'est-à-dire que quand on voit une image, a priori, c'est si c'est pas fabriqué, c'est volontairement produit et cadré. Et là, le fait qu'on puisse voir tout le temps les images, donc l'information, se faire et se défaire en direct, c'est un truc qui m'intéresse et en tout cas que j'essaye de garder dans tous les projets que je fais, que je fais. Et je vous ai aussi ramené ça parce que j'ai dit que à propos de ce qui se passe était terminé, mais il y a les scripts, en tout cas les scénarios des 3 épisodes là dont je vous ai parlé, plus un dont je vous ai pas parlé parce qu'il s'est jamais fait, qui sont consignés dans ce journal, que vous pouvez feuilleter avec plaisir. Continuons. Je vais enchaîner avec un projet auquel je postule en fin 2021. Un projet qui a fait beaucoup débat parce qu'il associe le CIGN, donc le Centre national du graphisme à Chaumont, avec l'ANDRA, qui est donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et comme donc c'est l'agence publique qui gère tous les déchets produits de notre industrie nucléaire. Et sa gestion fait beaucoup débat, notamment sur le projet de Bure, dont vous avez peut-être entendu parler. Un projet où il s'agit d'enfouir très profond dans le sol des déchets hautement radioactifs. En l'occurrence, cette agence, elle a aussi l'obligation, par une agence encore au-dessus, qui est une agence mondiale, qui est l'AIEA, de réfléchir à comment transmettre culturellement, donc c'est-à-dire comment transmettre aux êtres humains l'existence et la responsabilité et la gestion de ces déchets. Je disais que du coup le nucléaire cristallise, il y a un débat très polarisé en France. La résidence me pose un peu question, mais je rêve de faire depuis longtemps un projet sur le nucléaire, et puis
que dire d'autre? Et puis, j'ai pas une position aussi tranchée que plein d'autres gens sur cette question-là, et je me dis que ces 6 mois de résidence sont peut-être l'occasion d'investir la question et d'aller me faire mon propre avis. Voilà. Donc il faut pour cette résidence, il faut proposer un projet, et donc l'appel dit en gros on cherche des graphistes pour réfléchir à des moyens de transmettre aux générations futures très très lointaines l'existence des déchets radioactifs. Et donc moi je leur dis je leur propose déjà, je leur dis que peut-être la question, il faut d'abord s'assurer que la transmission se fasse à court terme, et que tout le monde comprenne bien l'enjeu de ces déchets-là. Et puis que y a un truc qui se transmet dans toutes les civilisations et qui existe tant qu'il y a des êtres humains sur Terre, c'est les récits. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas de civilisation humaine qui ne se raconte pas d'histoire. Et donc peut-être qu'un des moyens de transmettre l'existence de ces déchets, c'est de raconter un récit, un genre de mythologie. Et donc je vais produire un texte, un genre de mythologie que j'ai appelé une technogonie. Donc c'est clairement plagié de Hésiode qui a écrit la Théogonie. Donc c'est la genèse des dieux. Et donc moi j'ai écrit une technogonie, donc la genèse d'une technique, qui est sous-titrée un peu longuement, ou comment les êtres humains, par curiosité ou par vanité, on ne sait pas, cherchaient toujours à comprendre et imiter le soleil. Et donc c'est un récit qui commence au Big Bang et qui s'arrête à aujourd'hui en racontant que les êtres humains veulent tout le temps copier et comprendre comment fonctionne le soleil. Donc ils arrivent à d'abord découvrir le feu, et puis après ils comprennent que la Terre tourne autour du soleil, et puis après ils imitent l'électricité, jusqu'à un peu imiter la réaction du soleil qui fait de la fusion nucléaire, et donc eux n'arrivent que à la fission, et voilà, et ça produisent une énergie avec laquelle ils se brûlent un peu. C'est à l'image d'Icare ou de Prométhée. Enfin voilà, c'est très inspiré des mythes. Et tout ça, mais simplement venu de cette idée-là. Là. C'est-à-dire que le symbole nucléaire, c'est ça, il me semble. J'ai toujours un doute sur le sens. Et puis, je me suis dit, c'est marrant, en le dupliquant, ça devient un soleil. Et de fait, un soleil fusionne le soleil, il y a des réactions de fusion des atomes, alors que dans les centrales, il y a des réactions de fission des atomes. Donc voilà, c'est vraiment une idée graphique, un peu un hasard graphique, mais ça a donné lieu à 5 mois de recherche. Et avec ce récit, je vais proposer parce que j'ai toujours envie de faire des petits objets manipulés, rappelez-vous. Donc, je vais proposer de faire un théâtre d'ombre, et je vais réinviter Elisabetta Spaggiari, que vous avez déjà vue, et Philippine Brenac, qui est une autre illustratrice / comédienne, qui vont travailler avec moi sur cette performance, dont je vous montre le teaser tout de suite.
je peux aussi vous faire passer ça du coup. Du coup, pour ce projet, j'ai assez vite cette idée là de soleil, d'imitation du soleil, et que ça serait un moyen d'avertir, enfin, en tout cas, d'imiter un genre de mythologie. Et donc, comme pour tous mes autres projets, je commence à écrire et j'alterne entre des moments d'écriture et des moments de dessin. Et donc, je calibre comme ça. Ah, j'ai besoin d'un atome, de montrer ce qu'est un atome d'hydrogène. Alors, comment je le dessine? Et puis, je reviens au texte. Et puis, voilà. Ça se fait en alternance. Et ça commence toujours par des espèces de mind map comme ça, un peu étranges, qui ont en fait plutôt cette tête-là. Et du coup, pour l'anecdote, c'est que à ce moment-là, j'écrivais beaucoup dans le train parce que je faisais des allers-retours entre Chaumont et Paris. Et c'était un endroit hyper propice à l'écriture. Et donc, je me souviens que je faisais des grands schémas comme ça, en écrivant nucléaire, radioactivité artificielle, atome, et que mon voisin me regardait de manière très étrange. Mais voilà. Bon, c'est l'édition que je suis en train de vous faire passer. Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, et j'ai mis donc le teaser, c'était l'occasion, donc il y a de la musique aussi dans ce projet, ça dure une 20aine de minutes. La musique a été composée par mon petit frère, donc c'était l'occasion de la montrer aussi. Mais donc là, je vous montre un micro extrait, c'est le début, avec le texte. Et puis, il y eut un grand boom. De cette explosion surgirent d'innombrables particules. Des grains de matière qui se mirent à s'agiter. Dans un grand balai, ils s'associaient, se dissociaient, se déplaçaient, se repoussaient. Et tout ce chahut produisait de l'énergie. Les particules se mirent à se regrouper selon une structure particulière. Deux à deux, elles s'attiraient, l'une faisant graviter l'autre autour d'elles. Leurs énergies, positives pour les unes et négatives pour les autres, étaient complémentaires et s'équilibraient. C'était la condition sine qua non à ce que la matière tienne en place. Ainsi apparut l'hydrogène. Théâtre d'ombre, peut-être que j'aurais dû mettre cette slide plus tôt, mais en gros, pareil, l'idée du théâtre d'ombre vient assez vite, peut-être en lien avec le soleil, je sais pas, mais surtout en lien avec cette image qui a permis à Henri Becquerel de comprendre comment comment le phénomène de radioactivité, c'est-à-dire qu'il a mis du papier, il a laissé du papier photo et un petit bout d'uranium dans un placard. Et par-dessus, il avait un film, un film photo. Et le papier photo, c'est quand même un soleil alors qu'il n'y avait pas du tout de lumière. Donc ça veut dire que l'uranium produisait des ondes. Et donc ça fait une ombre en fait. Et puis évidemment, comme il y avait cet enjeu qui était pas tellement le mien. Moi, je voulais d'abord produire une espèce de forme qui pourrait être transmise de génération en génération. Mais il y avait quand même cette idée que ça puisse durer dans le temps, même si c'est très hypothétique. Et donc évidemment, les ombres, c'est sûrement les premières images que les êtres humains ont vues, évidemment. Et du coup, il y avait cette idée d'empreinte et d'ombre, que j'avais envie d'exploiter pour ce projet. Là, c'est mes petites figurines, mes petits jouets. Mieux rangés cette fois. Il y en a pas beaucoup en fait, mais ça c'était la surprise avec le théâtre d'ombre, c'est qu'il y a en fait juste en déplaçant l'objet ou en le déformant, en le positionnant différemment, on peut créer plein de formes différentes et du coup raconter pas mal d'histoires, en tout cas au moins du Big Bang jusqu'à maintenant, avec ces quelques objets. Et puis il y a eu un gros travail collectif avec Philippine et Elisabetta qui sont venus, que j'ai intégré 2 semaines à ma résidence, où là on a vraiment travaillé le texte et l'image, mais donc l'image manipulée et les transitions entre les images. Et donc au début c'était un peu un gros bordel, on travaillait sur du papier craft, et on prenait des repères assez précis en fait, parce qu'en fonction de
de où on pose tel ou tel objet, évidemment, les images se créent comme ça. Donc, on avait besoin de repères assez précis. Là, c'est nos premiers tests. Et puis, on a fini par, j'ai fini par produire un genre de tapis, qui est un genre de grille de repères. Et donc, les filles savent parfaitement où positionner quel objet, et donc pour ensuite enchaîner les mouvements, ce qui est parfois assez acrobatique, puisque l'enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de voir encore les images en train de se fabriquer, et donc le public est autour du tapis, contrairement à un théâtre d'ombre traditionnel où on voit juste l'écran. Donc c'est-à-dire qu'on voit tout aussi bien les comédiennes, marionnettistes, je sais pas bien comment les appeler, en train de bouger sur le tapis que l'écran. Voilà. Et puis là, après ça, la physique m'a rattrapée par tous les côtés, quoi. Et donc j'ai enchaîné avec une résidence avec la physique autrement que vous connaissez bien. Là, il s'est passé ça a été un autre enjeu pour moi, c'est que tout d'un coup, au lieu d'écrire mes textes et de les chorégraphier et de les répéter, etc., je fabriquais des objets avec quelqu'un d'autre qui allait les utiliser, et c'est lui qui ensuite improvisait avec mes objets. Donc il y avait plus tant d'enjeux d'écriture et de répétition, mais il y avait toujours cet enjeu de prise de parole avec des objets graphiques en direct. Et donc le premier projet qu'on a fait ensemble, on savait pas trop où ça allait au départ, mais il y avait quand même cette idée de live. Donc au début, on se posait plutôt la question de fabriquer des objets pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Et puis finalement, on s'est dit que c'était quand même vachement plus marrant en conférence, en direct. Et donc, on a décidé de penser des objets pour une conférence qui raconterait l'histoire du magnétisme. Et en racontant cette histoire, donc il y avait plein d'objets, beaucoup. En racontant cette histoire, je me suis aperçue, il y a aussi des plus gros objets. Donc quand Julien Bobroff, avec qui j'ai travaillé, m'a raconté cette histoire, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est que souvent les recherches scientifiques se faisaient en prenant plein de chemins, et puis tout d'un coup ça se réunissait, et puis parfois ça emmenait des découvertes, certaines recherches emmenaient à des découvertes complètement inattendues. Et moi, ça m'a un peu fait penser au livre dont vous êtes le héros. Et donc, on a décidé de proposer une conférence dont vous êtes les héros. Et donc, le public pouvait voter à certains moments de la conférence pour choisir quel chemin elle allait emprunter, et illustrer un peu l'idée que les découvertes scientifiques se font parfois en prenant des chemins qu'on n'a pas, des chemins inattendus, quoi. Donc voilà, ça c'est le public en train de voter. Et je vous ai remis un petit extrait. Mais ce qui se passe dans un aimant, c'est qu'on n'a pas seulement un spin, mais on en a un sur chaque électron, sur chaque atome. Et donc dans l'acier, par exemple, ou dans le fer, ce qui se passe en réalité, c'est que ces aimants, quand on en a plusieurs, allez, je vous en sors quelques-uns, ils se mettent n'importe comment dans la plupart des cas, mais dans l'acier ou dans le fer, et c'est Heisenberg qui comprend ça notamment, ils ont des très bonnes raisons de se mettre parallèles entre eux. Et une fois qu'ils sont parallèles entre eux, ça fait un gros aimant, parce que vous ajoutez plein de petits aimants. Mais vous n'en ajoutez pas 2 ou 3, vous en ajoutez 10 puissance 23 dans votre clé. 10 puissance 23, c'est 1 et 23 zéros après. Donc vous avez ça, vous les voyez tous les spins, vous me voyez moi qui fais coucou, voilà, ils sont un peu argentés. Ah là, ils sont beaux là. Tous vos spins se mettent alignés les uns aux autres, un peu comme vous dans la pièce, comme une armée absolument parfaite, au garde à vous, tous vers le haut. Dans l'acier, dans le fer, dans le nickel, par exemple. Et donc, à la fin, évidemment, tous leurs effets s'ajoutent, et ça vous fait un spin géant, et donc ça vous fait un aimant, avec un pôle sud et un pôle nord. Et donc, ils viennent de comprendre le magnétisme. Alors là, ils sont encore plus contents. Ils s'arrêtent là, et ils passent le relais au suivant. Et donc, je vous passe le relais avec le deuxième vote de la soirée. Attention, attention, attention. Ah, là, c'est un vote sur votre sentiment, un peu. Là, on a fait une entrée en matière un peu rude. L'erreur du facteur 2, c'est votre choix. Le spin. Maintenant, je vais vous donner 3 choix, 3 états d'esprit pour les 10 minutes à venir. Il faut bien choisir. Est-ce que vous avez envie que votre cerveau explose littéralement? Je ne vous aurais pas pris en traître. Est-ce que vous avez envie de fondre littéralement, tel un liquide?
Ou est-ce que vous avez envie d'avoir des étoiles plein les yeux? Bleu pour fondre, les étoiles plein les yeux en vert, exploser en rouge. Quel fiasco ce système. J'ai l'impression que c'est rouge. Après, on pourra aller réanalyser les images sur Internet pour voir à quel point je me suis trompé ou pas. Rouge, rouge, rouge. Oh là, rouge. Votre cerveau va exploser, je vous avais prévenu. Bon voilà, donc pas du tout le même ton que mes précédents projets, mais aussi agréable de se délaisser un peu du contenu et de juste réfléchir aux formes, même si après on a travaillé ensemble l'enchaînement la trame narrative un peu avec Julien, mais c'est lui qui arrivait avec son contenu et son ton aussi, parce que ça fait beaucoup dans un projet, surtout quand c'est en live. Donc voilà. Et puis là, le tout dernier projet qui est sorti, Julien a écrit un bouquin sur les records de la physique. Et il avait envie qu'on en fasse un projet d'exposé aussi. Et donc c'est un bouquin et un exposé qui raconte plein de records battus dans les labos, mais peut-être que vous savez déjà tout, genre le microscope le plus puissant, la température la plus basse, etc. Et donc on s'est dit bon, pour cet exposé, il faudrait aussi qu'il y ait un petit truc extrême à sa façon, et donc moi j'en avais un peu marre de fabriquer des énormes dispositifs comme Technogonie là que je vous ai montré, où il faut tout stocker, ça rentre péniblement dans une voiture, et voilà. Et donc on a décidé de faire un tout petit format, c'est-à-dire que là il y a 8 boîtes, et c'est 8 boîtes d'allumettes. Et donc dans chaque boîte d'allumettes il y a des tout petits objets pour raconter des expériences de physique. Hop. Et donc à certains moments on doit intervenir avec un microscope USB pour voir les objets de plus près. Et donc je vous montre juste un tout petit extrait parce que la conférence est sortie. Donc on va déjà essayer de battre le record du titre le plus petit du monde, ok? Donc j'ai emmené un microscope avec moi, hein, évidemment. Donc c'est un petit microscope USB, d'accord? Donc voilà, j'arrive avec mon microscope au-dessus de mon titre. Il faut que j'arrive à repérer où il est, mon titre. Non, je vous ai dit que ça allait être redoutable, hein. Ah, il est là, ça y est, je le vois. Regardez. Donc là, on a le plus petit titre du monde, hein, puisqu'il fait 1 cm, même pas. Il fait 8 ou 9 mm, voilà. Voilà, la vidéo est aussi sur Internet. Et je pense que j'arrive à la fin. Ah oui, je vous ai mis des images de coulisses, des problèmes de stockage, des problèmes de papier argenté comme vous l'avez vu, de trucs qui marchent pas, et ça c'est un peu le jeu de vouloir faire des objets graphiques analogiques, quoi. C'est que il faut les stocker, il faut les ranger, parfois mal. Vous voyez que le tas de carnets a chuté, mais bon, c'est un peu le jeu. Et donc il y a dans cette pratique qui est un peu à cheval entre 2 disciplines, il y a un peu des moments de questionnement, je dirais, même si je suis toujours très convaincue que j'ai envie de développer ce genre de forme, mais il y a des moments de doute, et il n'y a pas très longtemps, pour reboucler sur le début et le mode d'emploi, j'étais à Strasbourg, donc je reboucle aussi avec Strasbourg, et j'ai vu cette magnifique expo sur les modes d'emploi que vous avez tous vu, non? Et il y avait cette œuvre d'art d'Esther Ferrer, qui a un nom un peu à rallonge, je l'ai noté, mais parcourir un carré de toutes les façons possibles, ou un truc comme ça. Et bon, j'ai bien aimé, j'ai essayé et tout, et puis après j'ai lu le cartel, ce que je fais parfois, et elle citait Antonio Machado en disant voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Et donc je me suis dit que c'est exactement ce que j'essayais de faire parfois dans ma vie, c'est-à-dire tracer son propre chemin et développer une pratique ou un métier qui n'existe pas tout à fait. Et donc je vous encourage à faire pareil. Voilà, merci beaucoup. Tu disais que la science avait fini par te rattraper, que c'était pas forcément ton domaine de base, que au fur et à mesure des projets, tu avais fini par te tourner vers la recherche, ou que ça intéressait les chercheurs.
Est-ce qu'il y a un projet qui te ferait envie pour la suite ou un domaine particulier? Bonne question. En fait, pas que les chercheurs en sciences, à vrai dire, parce que tu vois, la première chercheuse qui est venue me voir, c'était une historienne de l'art. Là, en ce moment, il n'y a pas de projet avec des chercheurs, mais j'aimerais bien revenir un peu vers les sciences humaines. Même s'il y a une partie de moi qui me dit je pourrais faire 12 technogonies parce qu'en fait il y a tellement de trucs à raconter, une sur chaque technique inventée par l'homme, ou je pourrais parler de particules élémentaires, ou je sais pas. Donc voilà, j'hésite un peu, et pour l'instant il n'y a pas de projet en cours. Là en ce moment je travaille plutôt sur un projet avec des gens qui apprennent des langues, et donc il n'y a pas de chercheurs en jeu, mais il pourrait y avoir des chercheurs en pédagogie ou en didactique. Mais ouais, j'aimerais peut-être revenir un peu aux sciences humaines. Ce serait chouette. Et c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais en fait, pendant longtemps, j'ai un peu séparé mes deux pratiques, c'est-à-dire la pratique que je vous ai présentée maintenant et une pratique qui serait plus de la commande, où je fais des identités visuelles, des livres. Il s'avère que cette pratique-là prend de plus en plus de place, et que au départ je divisais vraiment les deux, parce que en gros il y en avait une que je faisais vraiment en mode commande très traditionnelle de graphiste, et ces projets-là que je faisais uniquement en résidence. Donc c'est des moments que je banalisais complètement pour ce travail-là en résidence. Et puis maintenant c'est un peu plus poreux. En fait, depuis que je travaille avec la physique autrement, c'est un peu plus poreux, parce que déjà on passe de plus en plus de commandes en lien avec le travail que je produis comme ça. Et puis c'était aussi une résidence qui pour le coup était à mi-temps avec la physique autrement, où j'ai pas changé de lieu de vie, etc. Donc du coup j'ai pu continuer en parallèle à développer des projets plus classiques de commande, quoi. Mais les deux sont en train de se rejoindre. Voilà. Pour le projet Technogonie, ouais, tu as écrit du coup toute l'histoire. Ouais. Et c'est une forme qui t'a plu, le fait d'écrire et du coup de créer le contenu, ou tu préfères travailler avec un contenu qui existe déjà, plus scientifique? J'aime bien les deux. En fait, sur les deux autres projets, mais c'est vrai que je le dis pas, mais à propos de ce qui se passe aussi, j'écris les textes. Là ensuite il s'est trouvé que dans les formats avec la physique autrement, j'ai plus écrit, et ça m'allait aussi à un moment où justement j'avais juste envie de m'amuser avec les formes graphiques et un peu m'alléger le travail, et là ça me manque et j'ai envie de réécrire à nouveau. Donc en tout cas c'est une pratique que j'ai encore envie de développer. Le gros enjeu pour moi, c'est encore une question de mise en forme, l'écriture, parce que j'invente rien, c'est que des faits que je lis, des trucs que je récolte, et après j'essaie juste de trouver un ton, une narration qui permet que ça soit une vraie histoire, et que donc c'est déjà une forme en soi, quoi, ce truc d'écriture. Mais je fabrique pas de savoir, quoi. Moi je me posais la question, puisque on le voit pas, sauf pour les conférences avec Julien Bobroff, mais c'est le public, les publics. Quelles sont les natures d'interaction? Est-ce que il y a des publics? Tu as travaillé avec des enfants parfois, mais presque plus, dans la conception du matériel lui-même. Après, je crois que ça s'est joué quand même, mais vous avez joué les articles, mais du coup, parce que on voit en train de se faire, le public est autour, donc il est très présent physiquement. Est-ce que comment tu évaluerais la réception, l'interaction, les réactions du public? Qu'est-ce qui te satisfait là-dedans? Qu'est-ce que tu voudrais emmener? Ça c'était pas trop prévu au départ, parce que j'avais jamais fait de théâtre de ma vie, et que comme je racontais, c'était au départ le côté performance, c'était vraiment un moyen d'échapper à la soutenance de diplôme, quoi. Et il s'est trouvé que l'épisode 1 était ouvert à tout le monde, et puis finalement j'étais quand même contente d'accueillir, de montrer mon travail aux gens que je côtoyais à l'école. Et en fait ça a été un vrai moment de théâtre, quoi. J'entendais rigoler, il y avait des gens qui sont venus me voir en me disant on était hyper émus et tout, et donc il s'est passé un truc que j'avais pas du tout prévu en imaginant ce projet, qui était, moi j'étais dans mon truc de je fais ma performance pour pas avoir trop à parler. C'est que en fait effectivement il y a un truc dont on se rend pas du tout compte quand on est designer graphique, c'est que dont on s'aperçoit quand on a un public en face de nous, c'est que tout d'un coup il y a des réactions vivantes, quoi.
Et ça c'était hyper impressionnant, quoi, que mon petit tank en mousse fasse susciter des réactions. C'était puissant. Et après, il y a quand même une grosse période de Covid, donc après cette expérience, il n'y a plus trop de public pendant un moment. Et puis Technogonie, c'est marrant parce que c'était vraiment conçu pour genre une trentaine de personnes, donc max. Donc on s'assoit, enfin les gens s'assoient autour du tapis, vraiment un peu comme un feu de cheminée ou je sais pas. Et ça, évidemment, comme c'est un sujet, enfin en plus que le projet est en partie financé par l'Andra et que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de débats, il y a plein de réactions différentes entre l'enfant de 7 ans qui est terrifié par les ombres et les militants anti-nucléaires, anti-bure en tout cas, sachant que j'en ai malheureusement pas assez croisé, je trouve, dans le cadre de cette performance. Mais ouais, bon, en tout cas, cette relation publique que j'ai découvert un peu par hasard, c'est ce qui m'a un peu incité à continuer. Et puis évidemment, rien à voir avec l'échelle des conférences de Julien Bobroff où là, il y a 300 personnes et tout le monde lève son petit papier et mort de rire et moi je me cache dans mon siège comme ça parce que je suis un peu terrifiée, quoi. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu pourrais envisager qu'il y ait que le public qu'il y ait des moments où qu'il soit ouvert au public dans la manipulation des objets ou dans l'appropriation du matériel? Ouais, c'est intéressant. Je l'ai pas. Enfin, en fait, je suis en train de le tester en ce moment, justement avec des groupes de gens qui apprennent l'allemand. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est très réjouissant. Et je voulais, alors c'est plutôt des remarques, mais ça va venir sur une question. Il y a beaucoup d'analogies, en fait, tu travailles beaucoup avec la question de l'analogie entre des formes, alors beaucoup dans le langage phonétique, et je me disais, j'adorerais voir ce que tu pourrais faire avec des linguistes et autour de la question de l'idéogramme, justement. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu aimerais expérimenter, si tu as opéré dans ce sens-là, ou si tu as rencontré des personnes qui pourraient t'ouvrir des possibilités vers ça. Non, j'ai pas creusé. Mais c'est vrai que, je sais que c'est un peu ça qui m'intéresse aussi, la langue, l'étymologie, la phonétique, les mots et tout. Et c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des chercheurs dans ce domaine. Et ça serait bien, sachant que en même temps, j'ai pas envie avec ces collections d'objets de retomber dans des systèmes pictographiques ou typographiques. Enfin, il y a un enjeu pour moi que ça reste des espèces de collections d'images qui n'aient rien à voir et pas retomber dans le côté collection de pictogrammes. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci à vous.